Bien, maintenant, nous allons remettre le prix d'histoire Gratien Leblanc à Elérica Leroy, présenté par M. Lucien Vieillard. On va m'aider surtout à les descendre. Oui, oui. Voilà. Bien. Ben, Elérica, on va te remettre le diplôme. Comment? C'est à la fin. Bien. Eh bien, puisqu'on remet plus tard le diplôme à Elérica Leroy, j'espère que vous n'avez pas oublié celui-là, la maison. Il est là, le diplôme. Bon, très bien. Bon, eh bien, Madame la représentante du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers confrères et chères consoeurs de l'Académie, Mesdames et Messieurs, chers amis, chère Elérica Leroy, on m'a demandé de faire l'éloge de l'historienne Elérica Leroy. Ne vous étonnez pas, je vais la tutoyer. D'abord parce que nous nous connaissons depuis longtemps, et puis dans le tutoiement, il y a, comme dans les tragédies classiques, certains personnages qui l'emploient. Alors on m'a demandé d'être court, je vais l'être, mais pas trop court parce que je pourrais me contenter de dire, eh bien, Elérica, un seul mot, bravo, et ce serait fini. Alors là, je ne vais pas me livrer à cette sorte de plaisanterie, très mauvaise plaisanterie. Voilà. Alors au contraire, sans employer un ton trop académique, je vais tâcher de m'exprimer avec sérieux, du même sérieux qui se dégage des études historiques d'Elérica Leroy. Elle traite, sans préjugés, des sujets quelquefois malheureusement très sensibles, mais les faits historiques, elle les traite en quelque sorte en témoin impartial, sans haine et sans crainte. Aujourd'hui, tout d'abord, transportons-nous par la pensée à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, au milieu des blés frémissants de la Beauce, où se dresse la cathédrale de Chartres. Chartres, c'est en ce lieu chargé d'histoire qu'est née Elérica Leroy un beau jour d'été. Tu es née, en quelque sorte, Elérica, dans le giron de l'histoire, à Chartres, où Charles Péguy, ce socialiste indépendant, a fait plusieurs pèlerinages, protéiforme avec ses épiques, sa Jeanne d'Arc, Dreyfusard à ses heures, qui, finalement, devenu profondément mystique, fut tué sur le front en 1914, les yeux tournés vers le ciel. À Chartres, où n'est pas né, mais où était en 1940, le préfet d'Eure-et-Loir, Jean Moulin, qui a refusé de signer un texte mensonger et infâme imposé par l'occupant allemand pour le déshonorer et déshonorer l'armée française. Toute jeune Elérica, tu as ainsi vécu dans le giron de l'histoire, avec ta grand-mère que tu chéris encore aujourd'hui. Ta grand-mère avait vécu pendant la dernière guerre, elle avait connu les malheurs de la défaite de 40, les malheurs de l'occupation, la rudesse des combats, mais aussi l'ivresse de la victoire. C'est cette grand-mère maternelle qui t'a raconté ce qui se passait en ce temps-là. En ce temps-là, ce n'était pas un conte pour enfants, mais tu as été subjugué, ta grand-mère t'a fait vivre l'histoire et t'en a donné le goût. Tu as été voué à l'histoire. Et tu regrettes que qu'elle t'ait pas fait partager la mémoire de ton grand-père maternel qui a combattu dans un maquis. Celui-ci, soit par modestie,
ou parce qu'il lui déplaisait d'évoquer des heures sombres de la collaboration, en parlait peu ou pas du tout. Alors tu as regretté de ne pas connaître cette mémoire que le philosophe Luc Ferry a opposée à l'histoire, disant que seule cette dernière comptait. Il est vrai que la mémoire est malmenée par les oublieux plus ou moins involontaires, ou ceux qui l'enjolivent pour la faire valoir, et a fortiori par certains mythomanes. Mais l'histoire elle-même est victime de ces vices. Ce sont les mensonges des négationnistes de toutes parts. Ils vont par exemple contester l'évidence de l'existence des fours crématoires dans les camps d'extermination, et d'autres, dans un collège privé à Bordeaux, font croire à leurs élèves ou essaient de faire croire que les SS étaient de bons garçons. Et j'en passe. Cette liste, ajoutée à celle des pourfendeurs de la mémoire nationale, est beaucoup trop longue, beaucoup trop longue. À l'inverse, Erika, tu t'attaches étroitement à la réalité historique. Pour ceci, tu as bénéficié d'une très solide éducation. D'abord, près de la Bosse, dans le Perche, au lycée de Nogent-le-Rotrou. Ensuite, dans la Sarthe, au Mans, à l'université du Maine. À la faculté du Mans, tu as eu notamment comme professeur d'histoire Madame Fillon, mère de notre ancien Premier ministre. C'est le professeur Pierre Laborie qui t'a incité à venir à Toulouse. Tu es venu dans notre région après avoir obtenu un DEG licence à la faculté du Mans, à l'université du Mirail Toulouse 2, sous la direction de Pierre Laborie, tu as obtenu la maîtrise d'histoire contemporaine. Alors, tes travaux historiques sont nombreux, tes participations aussi. Je vais être obligé de ne pas les citer toutes pour faire court. Alors, tu me le pardonneras. Voilà. Alors, mais c'est bien dommage parce que tu as œuvré dans la communication, dans l'animation, pour des expositions, notamment une exposition de photographie des œuvres de Germaine Chaumel, cette photographe qui a fait des reportages au moment où les Allemands se trouvaient à Toulouse. Et tu as aussi participé à de nombreuses émissions de radio et télévision. Mais aussi, tu as écrit des choses extrêmement importantes. Je parlerai tout à l'heure d'un ouvrage paru aux éditions Privat, qui sont très connues dans notre région, et j'en parlerai à la fin. Mais quand même, je veux faire maintenant allusion à certaines œuvres. Par exemple, la mairie de Toulouse t'a demandé de faire un parcours de mémoire qui est fort intéressant parce qu'il rappelle toutes les personnalités de la résistance qui ont été dans notre région et également tu as fait un ouvrage qui s'appelle « La mémoire des rues de Toulouse » qui est extrêmement intéressant. Je vois que certains d'entre vous, dans le public, opinent avec la tête parce qu'ils l'ont lu. Bien. Eh bien alors, également, tu as fait un hommage aux républicains espagnols de Midi-Pyrénées. Tu as créé des supports pour les commémorations, plaquettes, guides, bibliographies, monographies, en partenariat avec les associations et les institutions. Voilà. Tu as également écrit une série, Les chemins de mémoire, en Haute-Garonne. Bon, alors j'avais promis de ne pas les citer tous, je ne les cite pas tous, et pardonne-moi. Voilà. Bien. Alors je continue, parce que ce faisant, tu t'es spécialisé dans l'histoire et l'étude de la période terrible qu'a traversée la France de 1940 à 1945 pendant la Seconde mondiale. Les moments où notre pays, désorganisé après l'avance éclair des Allemands, a subi l'humiliation de la défaite, le remplacement par la République par la dictature de Vichy, la collaboration avec l'Allemagne nazie, puis enfin, après bien des malheurs, des larmes et des millions de morts, la victoire de nos alliés, de la France libre et de la résistance intérieure.
Cette période, le président Pompidou voulait la faire oublier pour la réconciliation des Français, a-t-il dit dans une conférence de presse. Mais à trop vouloir ignorer l'histoire, on risque de la voir se renouveler. Et cette phrase, c'est Winston Churchill qui l'a prononcée. Je rappelle ici qu'en son temps, sous l'impulsion du Conseil général, actuellement Conseil départemental, sous l'impulsion du président Pierre Izard et sous l'impulsion du président Méric, vous lui direz, madame, que j'ai cité le président Méric à cet égard. N'y manquez pas, surtout, n'y manquez pas. Bien. Alors, sous l'impulsion du président Méric, le musée a été créé, le musée départemental de la résistance et de la déportation, au 52 des années des Demoiselles. Ce musée est une véritable mine de documentation historique pour les chercheurs, les professeurs, les élèves des lycées, des collèges et les étudiants. Tout de suite, grâce à l'administration du conseil départemental, mais également au témoignage des résistants et des déportés qui sont encore vivants, et aussi à la science et au dynamisme du directeur Guillaume Agulot et de son personnel. Ceci m'amène à parler du remarquable ouvrage auquel je faisais allusion tout à l'heure. Voici la couverture. Parce que c'est un ouvrage majeur que tu as rédigé, Elérica, en 2014 ou 2015, après tes nombreuses et sérieuses recherches historiques. Cet ouvrage s'intitule, vous avez vu la couverture, je ne la mets pas à l'envers, elle s'appelle François Verdier, l'honnête homme, le résistant, l'unificateur. C'est ce titre qui figure sous ta signature sur la couverture. Alors, cette couverture aussi rappelle le parallélisme entre la vie de Jean Moulin et celle de François Verdier. On en connaît les deux épilogues pour chacun. Dénonciation, arrestation par la Gestapo, silence gardé par d'affreuses tortures jusqu'à la mort. Pour François Verdier, forain dans la Résistance, son assassinat par la Gestapo dans la forêt de Bouconne a été particulièrement horrible. Une balle dans le ventre et la tête fracassée par une grenade dans la bouche. En février dernier, à Bouconne, notre préfet de région, M. Pascal Mayos, que vous avez reçu dans ces locaux, Madame la Présidente, a évoqué cette mort. Avec une certaine émotion, le préfet a rappelé que si François Verdier était resté vivant, il serait devenu commissaire de la République, c'est-à-dire préfet, après la Libération. Or, dans une grande famille toulousaine, dont on m'a tué le nom, on a dit, paraît-il, que François Verdier était un résistant de la dernière heure. Eh bien, c'est une infamie. François Verdier a été un résistant de la première heure, de la toute première heure, et même un résistant de l'avant-première heure, j'ose dire, car avant la dernière guerre, il s'est opposé à la montée du fascisme et du nazisme, notamment pendant la guerre d'Espagne, par son soutien également aux républicains espagnols en exil, dont il faut lire ce livre. Ce livre est édité, je l'ai dit tout à l'heure, par les éditions Privat, parce que ce livre fourmille d'informations historiques. Et ce livre, surtout, nous dévoile comment un homme que l'on pouvait croire un homme ordinaire était en réalité un héros. J'arrive à la fin de mon discours. Je me tourne vers toi, Elérica, pour te dire une nouvelle fois que tu mérites grandement le prix d'histoire Gratien Leblanc décerné par mon académie. Gratien Leblanc a été mon professeur d'histoire au lycée de Toulouse, aujourd'hui lycée Pierre de Fermat, et je suis sûr que Gratien Leblanc
apprécierait cette journée est le choix de notre Académie. En terminant, je vais essayer, en une sorte de digeste, de résumer tes qualités: sincérité, honnêteté, droiture dans tes écrits et exposés, science de l'histoire, énergie et persévérance dans ton activité. Et j'en oublie certainement à cause de la grande modestie dont tu fais preuve. Bravo, chère Élérica Leroy, continuez vaillamment votre quête, très chaleureusement, nous vous applaudissons et nous nous levons. Je suis très émue par l'éloge qu'a fait Lucien. Sincèrement, je te remercie de ce que tu as dit, d'avoir rappelé mes origines, ma grand-mère. Tout ça a fait que je me suis intéressée à l'histoire. Tout ce que tu as dit était vrai. Je voudrais remercier donc l'Académie du Languedoc, son président, les académiciens, pardon. Je vais en profiter aussi, parce qu'ils sont nombreux dans la salle, pour remercier les membres du mémorial François Verdier, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années pour rendre hommage à François Verdier. On continue à perpétuer avec eux la mémoire de la résistance partout dans la région. Donc je remercie en particulier son président, Alain Verdier, la fille de François Verdier, Françoise, qui est à Paris et qui s'est confiée, grâce à elle, j'ai pu reconstituer l'histoire 70 ans plus tard. Je voulais remercier aussi ma famille, mes parents qui sont là, ma fille qui a été patiente quand j'ai travaillé sur ce projet. Et puis, je voudrais remercier aussi mon éditeur, les éditions Priva, Philippe Terrancle, qui j'ai aperçu tout à l'heure. Et remercier Anne-Claire pour tout le travail de relecture qu'elle a fait sur ce livre. Et puis enfin, particulièrement, je voudrais remercier Georges Méric, parce que c'est lui qui m'a fait confiance, qui a allumé l'étincelle et m'a donné le feu vert, a cru en moi. C'est la première personne qui a cru en moi et qui m'a permis de faire ce livre sur François Verdier. Et je voudrais dire que c'était un grand honneur pour moi d'écrire sur cet homme qui était un véritable républicain, un grand résistant, quelqu'un qu'on a oublié malgré le nom donné aux allées François Verdier, qui auparavant étaient les allées du maréchal Pétain. Voilà. Donc je remercie aussi Hugues, je ne sais pas s'il est encore là, et voilà, merci.